Bonjour, je voulais dire bonjour. Bonjour. Bon, je vais vous dire ce qui a éclairé ma journée depuis 5 heures du matin, tu vois, mais je vais le garder pour la fin. Là, on va faire ce qui m'a énervé. Ça vient de tomber, c'est Macron à Dunkerque qui vient de lâcher ça, puisqu'il a son grand show sur la réindustrialisation. Faut que je vois un orthophoniste. Euh, Si la France est désindustrialisée par rapport aux voisins, c'est parce que nous travaillons moins dans le cycle de vie. Tu sais, je fais tout pour me calmer, pour pas utiliser des gros mots, mais il y en a un paquet qui me viennent à l'esprit. Pourquoi? Parce que quand il fait ça, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il vient reporter la faute de la perte de l'industrie française sur les salariés, sur les ouvriers, sur les syndicats, sur les lois sociales. C'est de leur faute, tu vois. Ils en ont eu trop. Et c'est vraiment, pour moi, le criminel qui accuse la victime. Pourquoi? Parce que les ouvriers, les salariés, ils ont été victimes de ça. Et qui en a été le coupable? Qui en est le coupable? Tu vois, il ne faut pas en parler au passé parce que ça continue. C'est Macron et ses pères. Tu vois, père, j'entends P-E-R-E-S, père des enfants, et P-A-I-R, c'est père de l'inspection des finances comme lui. Parce que s'il y a eu une désindustrialisation de la France depuis maintenant 40 ans et plus, si on a perdu par exemple le textile en 10 ans, je rappelle que moi je suis né en 1975, c'était le pic de la production textile en Picardie, la Picardie qui a vu construire ses cathédrales sur la prospérité du textile, et en 10 ans, entre 75 et 85, tout était fini, laminé, plié, il ne restait plus rien. C'était des dizaines de milliers d'ouvriers qui ont été licenciés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la signature des accords multifibres qui a permis de délocaliser les usines d'abord au Maghreb, Tunisie, Maroc, ensuite à Madagascar et puis en Chine. Et qui a permis ça? Qui a permis qu'il y ait une délocalisation généralisée comme ça? Qui a fait la liquidation? Tu vois, j'étais chez Valdune qui fabrique des essieux et des roues pour la SNCF dans le nord, près de Valenciennes. Dans les années 80, c'était Usinor, donc un grand groupe national. Puis, ça a été filialisé. Valdune a été passé à des fonds américains, puis ça a été passé à des fonds allemands. Maintenant, c'est à des fonds chinois et les actionnaires chinois veulent se débarrasser de ça. Pourquoi ça a été permis de cette manière-là? Parce que l'élite, les pères et les pères de Macron, depuis 40 ans, qu'est-ce qu'ils avaient à l'esprit? Ils ont pensé que l'industrie s'était dépassée, que c'était du passé, que ça puait, que c'était de la fumée, que ça polluait. Et que maintenant, il fallait se tourner vers l'avenir, tu vois, avec le grand A. Et que l'avenir, eh bien, c'était les services. Et qu'il fallait faire des services. Et que les services, en vérité, dans leur tête, ça veut dire la banque et les assurances, parce que l'économie française, le MEDEF français, est dominé aujourd'hui par la banque et les assurances. Donc, c'est leur psychologie à ces inspecteurs de finances qui passent du privé au public, du public au privé, en emportant à bout des fleurons de la nation avec eux. Rien que la première lettre de l'alphabet. A. Arcelor, Alcatel, Alstom. Des désastres. Péchiné, le grand groupe aluminium Péchiné, liquidé. Mais tu regardes, alors je dis cette histoire, elle s'est faite pendant 40 ans. Et Macron, ministre de l'économie, qu'est-ce qu'il fait? Il nage là-dedans. Il ne fait que ça. Tu prends, je t'ai dit, Alcatel. C'est Macron qui vend Alcatel aux Finlandais Nokia. Tu prends Lafarge, c'est le ciment, vendu aux Suisses Holcim. Tu prends Technip, qui est dans le pétrole, vendu aux Texans FMC. Et ça, bien sûr, sans oublier le pire, Alstom, vendu à General Electric aux Américains et qui est démantelé par petits bouts. C'est Macron qui était l'organisateur de cette grande braderie nationale. Alors ça, tu vois, c'est les grands dossiers dont on ne doit pas oublier les noms parce que ce sont ces crimes quelque part. Alstom, Alcatel, Lafarge, Technip, il a la responsabilité d'avoir liquidé des pans entiers de l'industrie française. Mais surtout, il a laissé faire des plus petits dossiers. Je me souviens d'un bouquin de Christian Eckert qu'il avait écrit sur Macron, où il expliquait que il y avait des ouvriers, des syndicalistes qui venaient le voir pour sauver une boîte dans son coin, et que Macron, lui, il était à Las Vegas, à la French Tech, tu vois, en train de se la péter parce qu'il n'y avait que les startups qui comptaient dans la vie. Les gars d'Ecopla, qui était une fabrique d'aluminium du côté de Grenoble, que j'accompagnais à Saint-Vincent-de-Mercuse, bon, 83 salariés qui fabriquaient des petits plats pour l'alimentaire aluminium. Ils ont envoyé des courriers à Macron, il n'y a jamais eu de réponse de Macron. Parce qu'il n'en avait rien à carrer. C'était l'industrie, c'était du passé. Il avait cette formule ici. À propos de ces fermetures d'usines,
qu'on les laisse faire et qu'on les libère. C'est aujourd'hui ça ma responsabilité et c'est la seule façon d'en sortir. C'est-à-dire, ce qui va mal, l'industrie qui va mal, on la laisse crever. C'est quoi? C'est la vulgate schumpeterienne, voilà, tout se recycle. Bon, et ben donc, il fallait en sortir. Et alors, là, on voit qu'il y a une espèce de conversion. Tu sais, Paul Claudel a reçu la grâce de la Providence derrière un pilier de la cathédrale Notre-Dame. Bon, bah, tu as Macron qui, là, a eu une conversion à la souveraineté, à l'industrie. Tant mieux, mais normalement, les conversions, ça se fait en toute discrétion. Lui, il te fait ça en grande pompe, avec une grand-messe, dans la gigafactory comme une cathédrale. Bon, pourquoi pas? C'est le décorum. Donc, à la limite, moi qui ai porté ce thème-là, parce qu'il faut voir la rage que j'ai, pourquoi? Parce que pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, où je suis venu avec mes dossiers, Abelia, Paris au siège de France, Flodor, Manetti Marelli, Honeywell, Goodyear, Whirlpool lave-linge, Whirlpool sèche-linge, qu'est-ce que m'ont répondu tous les sachants? Ils m'ont dit que les délocalisations, en fin de compte, ça représente presque rien dans les pertes d'emploi du pays, que tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Vraiment, c'était les réponses qui m'ont été données pendant 10 ans par des économistes. Et bon voilà, et que même quelque part, est-ce que j'étais pas un peu rouge-brun, un peu fasciste, parce que je disais que franchement, le dumping avec les travailleurs chinois ou roumains mis en concurrence avec les salariés de Picardie, ça va pas. Et bon, maintenant, il y a donc cette conversion. Et à la limite, tant mieux, tu vois. Mais quelles sont ces solutions? Est-ce qu'on va en sortir? La réponse pour moi, elle est clairement non. Est-ce qu'on va avoir une relocalisation? Moi, ça fait 10, 15 ans qu'on me parle de relocalisation. Est-ce qu'on va l'avoir? Là, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, même s'il prétend au changement, au fond, Emmanuel Macron reste dans la même tradition. La même tradition qui est celle du dumping. Il s'agit de relocaliser, il prétend réindustrialiser, finalement en faisant du dumping. Évidemment, il ne le dit pas comme ça ne serait pas vendeur. Mais quand il dit c'est de la faute des ouvriers parce qu'ils ne travaillent pas assez, il propose de faire un dumping social et de faire travailler plus sans gagner plus, tu vois. Et de la même manière, qu'est-ce qu'il dit sur le plan environnemental? Il faut comprendre ça. Quand il dit qu'il faut une pause réglementaire en Europe, quand il dit qu'on a déjà passé beaucoup de réglementations, on est devant, en termes réglementaires, les Américains et les Chinois ou toute autre puissance dans le monde. Ça veut dire qu'en filigrane, évidemment, il ne va pas le dire comme ça aux écolos, il ne va pas le dire comme ça à la jeunesse de notre pays, mais ce qu'il dit là, c'est faisons du dumping sur les normes environnementales. Voilà ce qu'il dit très clairement. Et son plan, là, c'est de dire il faut permettre aux usines de s'installer plus vite, comme si c'était ça la solution. Or, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Là, plutôt que de s'inscrire dans cette recherche de compétitivité mondiale, dans ce dumping environnemental et social, il faut faire l'inverse. Il faut maintenant construire une protection. Une protection des normes environnementales, une protection des lois sociales, mais aussi une protection de notre industrie. Bon. Quand je dis qu'il s'inscrit dans une tradition, je voudrais citer une phrase d'un prix Nobel. Alors, c'est un prix de la Banque de Suède, tu sais. Prix de la Banque de Suède d'économie américain qui s'appelle Gary Becker, qui était un ultralibéral et qui expliquait en 1993, je cite, « Le droit du travail et la protection de l'environnement sont devenus excessifs dans la plupart des pays développés. Le libre-échange va réprimer certains de ces excès en obligeant chacun à rester concurrentiel face aux importations des pays en voie de développement. » Voilà. Gary Becker, il disait en 1993, c'est-à-dire un moment clé de notre histoire économique. Pourquoi? Après la chute du mur de Berlin, c'est 1992, le traité de Maastricht, qui quelque part unifie le continent européen. C'est aux États-Unis, l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Et c'est au niveau mondial, les accords du GATT, la naissance de l'Organisation mondiale du commerce, qui vont faire notamment entrer l'agriculture dans le libre-échange généralisé. Donc c'est un moment clé de notre histoire. Il faut voir que Gary Becker, là, il a conscience de ce que la classe dirigeante, les capitalistes vont pouvoir y gagner. C'est-à-dire une érosion, et il pense les deux en même temps, il ne les sépare pas, une érosion du droit du travail et de la protection de l'environnement. Que vient dire Emmanuel Macron aujourd'hui à Dunkerque? Il vient se situer dans la lignée de Gary Becker et dire
pour réindustrialiser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous faut toucher au droit du travail, c'est ce qu'il fait depuis maintenant le temps qu'il est, qui chuchotait déjà à l'oreille droite de François Hollande. Et aussi toucher à la protection de l'environnement. Donc il est en fait dans cette continuité. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il nous faut maintenant, il n'y aura pas de relocalisation, il n'y aura pas de réindustrialisation, elle ne sera pas générale, elle ne sera pas sur tous les secteurs, ça ne sera peut-être pas ma montre, mon pull, ça ne sera pas tout en même temps. Il n'y aura rien de tout ça si jamais il n'y a pas une politique commerciale, c'est-à-dire des tarifs aux frontières, des protections douanières, des quotas d'importation, un certain nombre d'instruments de régulation, de tempérance d'un libre-échange qui sinon conduit juste à la dégringolade. Et quand je vois que Emmanuel Macron vient prétendre ça aujourd'hui et qu'il s'est rendu en Chine il y a 15 jours, qu'avec le dirigeant chinois, il n'y a pas eu un seul moment d'échange sur notre déficit commercial, c'est avec la Chine qu'on a le plus gros déficit commercial. Qu'il n'y a pas eu un seul moment d'échange sur les protections qu'on apporterait à un certain nombre de secteurs. Est-ce que c'est le pneumatique? Est-ce que c'est le médicament? Comment on récupère les principes actifs? Comment non pas on mène une guerre à la Chine, mais comment on s'entend avec elle pour que sur des produits qui nous paraissent clés, ils comprennent qu'on va chercher à réobtenir notre souveraineté et que ça va passer par un certain nombre de tamis qui ne pourront plus nous envoyer toutes leurs marchandises tous azimuts. Si on ne pose pas cette discussion-là au moment où on va à Pékin, ce n'est pas la peine derrière de venir prétendre à mener la moindre politique de réindustrialisation. Voilà. Donc, mais je vais le prendre en positif quand même ça. Je veux dire que moi qui ai traversé un chemin assez solitaire sur les questions industrielles, ben là je vois que, y compris au sommet de l'État, maintenant la question est posée. Les réponses sont mauvaises, mais la question est posée. Et donc c'est une porte qui est ouverte pour que nous, on vienne apporter nos réponses. Et je dirais la même chose un peu sur le deuxième dossier que je vais aborder, c'est qu'on va prendre un peu sur le volet plus comique, parce que là, je suis énervé, j'étais vraiment énervé. Parce que tu vois, c'est encore une injure pour les ouvriers. C'est dans la continuité des gens qui ne font rien et tout ça, de venir dire que les industries se sont barrées à cause d'eux, alors qu'elles se barrées à cause de lui et des décisions qui ont été prises au sommet. Gabriel Attal, en interview dans Le Monde, qui nous dit qu'il va priver de droit de vote les fraudeurs fiscaux. Franchement, je trouve que c'est une formidable idée. Là, je ne comprends pas, c'est qu'apparemment, il a des difficultés à les trouver, parce qu'il suffirait normalement qu'il épluche son propre carnet d'adresses ou celui d'Emmanuel Macron pour, avoir les noms. Mais si il peine à les obtenir, on peut l'aider. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit produire un catalogue à destination de Gabriel Attal, qui semble de bonne volonté sur ce dossier, tu vois, et lui envoyer les noms de tous ceux qu'on doit pouvoir aujourd'hui priver de droit de vote, peut-être aller un petit peu plus loin dans la proposition. Finalement, ce qu'il propose, c'est les priver de vie civique, de la citoyenneté temporaire, mais à titre de brimade. Peut-être qu'on ne peut pas diriger un média, par exemple, quand on a fraudé fiscalement. Peut-être qu'on n'a pas le droit de financer les campagnes électorales non plus. Bon, il peut y avoir un certain nombre d'aménagements complémentaires qu'on peut suggérer à Gabriel Attal. Mais donc, à qui on peut penser? Tu vois, alors, c'est non exhaustif, hein, je veux dire, produisons ensemble ce catalogue. Mais, dossier OpenLux, t'as oublié parce que il y a les Panama Papers, les Paradise Papers, les LuxLeaks, les SwissLeaks, bon, les trucs s'enchaînent, c'est la pagaille là-dedans, c'est des mécanismes qui apparaissent compliqués. Donc rappelons, OpenLux, c'est donc les journalistes d'investigation de différents pays qui tombent sur des registres de gens qui ouvrent des comptes en banque au Luxembourg sans les déclarer. Et il se trouve que ceux qui en ouvrent le plus là-bas, ce sont les Français. Il me semble qu'il y a 17 000 Français qui ouvrent des comptes là-bas, mais donc c'est pas n'importe quel Français, hein, ça ne m'est jamais venu à l'esprit, toi non plus j'imagine. Bon, ça représente 4% du PIB. Dedans, tu as, il me semble, 37 des 50 plus grandes fortunes françaises. Tu as Hermès, tu as Arnaud, tu as Mullier, enfin bon, tu en as un certain nombre. Donc tu as les noms ils sont là, tu vois. Gabriel, les noms sont dans les OpenLux. On a interrogé le ministre de l'économie Bruno Le Maire avec mon collègue Sébastien Jumel, qui lui avait demandé en commission, bah alors, qu'est-ce que vous comptez faire sur les OpenLux? Ça faisait la une du Monde. Il avait un problème de surdité, Bruno Le Maire, ce jour-là. Il n'a pas entendu. Donc, je l'ai relancé. Et il me dit, bah, c'est quoi exactement? Donc, je lui dis, voilà, 4% du PIB, Hermès, Mullier, Arnaud. Bon, qu'est-ce que vous comptez faire? Il m'a dit, sa réponse, je l'ai là, telle quelle.
Je n'ai pas de réponse précise pour le moment, mais je prends note et je vérifierai tout cela évidemment. On était en juin 2021, donc ça fait près de 2 ans qui se sont écoulés. On n'a toujours pas de réponse sur ces cas-là. Donc je pense que Gabriel, ça serait bien que tu ailles vérifier un par un les noms des 17 000 Français dans les Open Lux et que tu viennes nous dire si oui ou non ils ont fraudé ou pas. Mais ça ferait un premier avertissement qui serait adressé à ces gens. Mais tu vois, on peut se dire que, bon, il y en a, tu ne peux pas les priver de citoyenneté française parce qu'ils n'ont pas la citoyenneté française. Mais on peut les priver de la Légion d'honneur. Par exemple, Jeff Bezos, tu vois, qui est reçu régulièrement à l'Élysée, le PDG d'Amazon. Quand on sait que Amazon ne paye pas d'impôts en France, mais n'en paye pas en Europe, mais réussit à ce que ses revendeurs ne payent même pas la TVA, bon, eh ben peut-être que le minimum, c'est de ne pas lui remettre la Légion d'honneur. Et aujourd'hui, c'est de lui passer un coup de fil en disant, bon, on va vous retirer la Légion d'honneur, tu vois, je pense, pour Jeff Bezos. Alors, il y a d'autres cas qui sont plus évidents. McKinsey, par exemple, qui ne paye pas non plus d'impôts sur les sociétés en France, malgré les dizaines de contrats avec la Macronie, bah peut-être qu'on peut dire qu'il n'y a plus un seul contrat qui va au fraudeur fiscal McKinsey dans ce pays. Et puis aussi, ils apporteront plus de conseils au prochain président de la République pour les candidatures. Vous voyez, bon. Ensuite, dans les banques françaises, là, il y a eu alors le scandale des cum-cum. Il faudrait que je vous raconte le scandale des cum-cum un jour, mais c'est une fraude sur les paiements des dividendes. C'est-à-dire que non seulement aujourd'hui, on a des actionnaires qui se gavent sur les dividendes, mais en plus, ils trouvent un moyen pour ne pas payer leurs impôts sur les dividendes. Mais tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de conseillers et des grandes banques françaises qui viennent leur expliquer comment faire et qui participent à ça. Et on peut nommer notamment BNP Paribas Asset Management, qui a eu pour ex-PDG Christian Darnia, qui était le président de l'association de financement de En Marche, le parti d'Emmanuel Macron. Donc il y a un certain nombre. Alors, sans oublier quand même Alexis Kohler, donc le vice-président quasiment, puisqu'il opère dans l'ombre d'Emmanuel Macron, même si lui, on ne l'a jamais élu, et qui, lui, est plus que soupçonné de prise illégale d'intérêt. Donc, voilà, il y a beaucoup de monde à déchoir de son droit de vote. Vraiment, je pense qu'on va faire un espèce de catalogue pour aider Gabriel Attal dans toutes ces démarches. Au-delà de l'humour, ça me rappelle à la fois l'industrie, l'élite qui n'a pas protégé, voire qui a livré au vent mauvais la mondialisation. Et là, ici, l'élite qui se sert, qui refuse de payer des impôts, qui passe au privé en empochant des bouts de contrat, en dépouillant la nation. Ça me fait penser à la Grande Jacquerie. Vérifier la date, je me plante toujours, mais il me semble que c'est 1358 et c'est né d'ici, donc une révolte des paysans. Comment elle est née? Elle est née parce que la bataille de Poitiers, pareil à vérifier, 1356. Bon, défaite contre les Anglais, et les soldats, les roturiers, les deuxième classes, ils voient leurs grands chefs, les aristocrates, fuir, prendre la poudre d'escampette, être balayés par les Anglais. Ils se disent, mais bon sang, si c'est ça qui nous protège, on doit pouvoir s'en passer. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui trotte dans les esprits, qui se dit, bon, je refuse d'aller payer monseigneur, je refuse de faire la courbette devant le comte. Tu vois, il y a un truc qui se passe comme ça, une espèce de révolte qui se met dans les têtes, parce que cette élite qui est supposée les protéger ne les protège pas. Et je pense qu'on est dans une situation assez comparable, où cette élite qui était supposée protéger le pays, protéger les Français, eh ben, ça fait 40 ans qu'elle ne les protège pas, et qu'au contraire, elle les livre, qu'elle se sert, qu'elle les vole, quoi. Quand Attal dit ça, il faut voir que c'est comme une porte qui nous est ouverte aussi. C'est lui qui vient dire on va les priver du droit de vote. C'est lui qui vient enfin dire que la fraude fiscale est un sujet important. Il nous ouvre la porte. Et puis on l'ouvre plus grandement. On ait un vrai débat, en effet, sur les droits civiques aujourd'hui de tous ceux qui se sont servis au détriment du bien commun, quoi. Bon, et c'est lui qui l'aura dit. C'est lui le populiste. Bon. Alors bon, ouais, je m'énerve, mais je vais vous dire un truc qui me fait plaisir. J'espère que ça va vous faire plaisir aussi. C'est un texte que j'ai lu. Alors, je pense que j'étais le seul à 5 h du matin, aujourd'hui, à lire un texte de Robert Debré. Voilà. Robert Debré, tu vois pas qui c'est? Non. Mais c'est normal. Je pense que les gens ne voient pas. Puis moi, je suis allé chercher sur Wikipédia, tu vois, pour être sûr. Mais on va dire que c'est le père de la pédiatrie française.
Donc il y a eu comme fils Michel Debré qui a écrit la Constitution de la Ve République, et puis ensuite qui a eu comme petits-enfants deux députés de droite français. Mais bon, je me tape un texte de Robert Debré ce matin. Pourquoi? Parce que hier, j'ai croisé deux médecins devant l'Assemblée nationale que je connaissais. Je dis, bah, vous voulez bien prendre un pot? On allait boire un café. Et tu vois, moi, je crois beaucoup à ce qui peut se passer dans les interstices. La mauvaise herbe, elle pousse dans les interstices des pavés. Et je pense que les idées, parfois, elles poussent entre deux portes plus que dans des réunions, des colloques très formalisés. Bon, et là, on discute et il me parle de prévention et tout de suite, ça fait tilt parce que je pense que le grand changement qu'on a à faire en matière de santé, c'est de passer, enfin, il ne faut pas abandonner, mais de la guérison à la prévention. On doit avoir moins une médecine curative qu'une médecine préventive et on devrait mettre le paquet là-dessus. Ça fait le lien chez moi avec une passion que j'ai, on va dire, pour l'épidémiologie, c'est-à-dire les analyses statistiques en matière de santé, et notamment avec un petit bouquin que j'avais écrit avec Richard Wilkinson, que j'adore, qui est un épidémiologiste anglais. Donc ça fait écho à tout ça, et il me parle de la santé publique et des centres de santé publique, en me disant, bah voilà, Robert Debré a écrit un texte formidable là-dessus. Donc je dis, bah, envoyez-le-moi. Donc je le reçois ce matin dans ma boîte mail. Je pensais que c'était une citation, tu vois, que ça ferait 10 lignes, et ça fait 10 pages. Je m'y attarde un petit peu parce qu'il me semble que c'est le grand saut qu'on peut faire aujourd'hui en matière de santé. C'est un grand progrès qu'on peut amener aux Français. Robert Debré, là, quand il écrit ce texte, je mettrai le lien, comme ça, vous pourrez le lire. C'est la fin de sa vie, il doit avoir 98 ans, on est en 1973, et il dit, voilà, il y a un truc que j'ai échoué dans mon existence. Donc, j'ai réussi à faire les CHU, donc les centres hospitaliers universitaires, qui fait qu'il y a un lien entre la pratique du métier et l'enseignement auprès des étudiants, et ça se passe là, et j'ai réussi ça. J'ai réussi une deuxième chose, il dit, c'est que là, dans ça, j'ai mis des centres de biologie, qui fait que le médecin, il n'est pas seulement en train de tripatouiller en regardant l'un les yeux, l'autre l'oreille, mais il peut, en s'appuyant sur la biologie, en s'appuyant sur ce qui se passe de manière invisible, eh bien, être éclairé sur ce qui se passe à l'intérieur du corps. Donc j'ai réussi, il dit, ces deux révolutions. Il y en a une troisième que je n'ai pas réussi, c'est quoi? C'est faire de la santé publique. Et qu'est-ce qu'il définit comme étant la santé publique? Il dit, voilà, il dit ceci. Donc il reprend ces trois étages. Il y a l'étude clinique de son corps et de son esprit. C'est la médecine traditionnelle. Il y a l'étude biologique raffinée pour connaître le fonctionnement et les vices de fonctionnement de son corps. Et enfin, il y a la santé publique pour se préoccuper de son attitude et de son comportement vis-à-vis de la société et du milieu influent sur elle. C'est une philosophie entière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire étudier, et là il suggère qu'à l'intérieur des hôpitaux, il puisse y avoir du conseil aux adolescents, du conseil aux couples, du conseil au début de la maternité, du conseil aux travailleurs, que bref, ça soit une vraie continuité tout au long de l'existence, et pas seulement quand les gens sont malades, mais justement de manière préventive. Et il dit, il nous faut des sociologues, il nous faut des économistes, il nous faut des psychologues, il nous faut des statisticiens dans un espèce d'hôpital ouvert où le savoir rentre et sort, et où les gens rentrent et sortent, y compris s'ils ne sont pas en mauvaise santé. Et il recommande, je cite, une permanente action de la médecine préventive, une permanente pensée d'éviter le malheur avant qu'il n'arrive, de diagnostiquer la maladie avant qu'elle n'éclate, de prévoir le petit trouble de déséquilibre psychique avant qu'il ne devienne trop grave. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Alors il explique qu'il peut y avoir un manque d'intérêt des étudiants pour quelque chose qui apparaît moins comme c'est représenté aujourd'hui à la télé, dans Urgence et compagnie, ou dans Hippocrate, comme l'intervention au moment clé qui sauve le patient. Donc il y a un travail de fond de cours qui apparaît comme étant parfois moins passionnant, mais je pense aussi que cette médecine préventive, elle se heurte à des intérêts. Elle se heurte aux intérêts des industriels. Ça veut dire que si on se met à rechercher les causes des maladies et à les prévenir, ça veut dire des choses sur, évidemment, ce qu'on mange, mais ça veut dire aussi sur les écrans, par exemple. Comment ça se fait que les enfants se tapent 3 heures d'écran par jour? Ça a des effets psychiques, c'est évident. Ça a des effets sur la sédentarité, le fait qu'on ne bouge plus assez. Quand je vais sur les ronds-points, et là, dans la loi retraite, et que je vois des inaptitudes en série, parce que les gens sont brisés au niveau des épaules, des reins, de tout ça, eh ben, ça veut dire que le milieu du travail, il y a un problème. Si tu étudies
par exemple, les enfants qui souffrent de cancer. Tu sais, je travaille beaucoup avec la fédération Grandir sans cancer. Aujourd'hui, on ne connaît pas les causes, il n'y a pas d'analyse des causes de ça, il n'y a pas de statistiques qui recoupent ça, parce que ça arrange bien, parce qu'on n'aura rien à changer dans la société. Il vaut mieux, du coup, on préfère aller faire du curatif, aider les enfants à possiblement les guérir, et il faut évidemment le faire, mais sans se demander qu'est-ce qui produit ça. Parce qu'au fond, cette médecine préventive, cette santé publique, elle amène à imposer des changements dans la société. Et ces changements dans la société, ils souffrent de résistance, évidemment, et de la résistance d'abord de ceux qui font de l'argent sur le fait que l'ordre fonctionne de cette manière-là. Voilà pourquoi je pense qu'il y a un grand enjeu à lire ce texte de Robert Debré et à se demander qu'est-ce qu'on en fait. Et je pense qu'un vrai projet de gauche sur la santé, pour moi, c'est un projet qui place au centre cette santé publique et qui place la question de la prévention avant ou en même temps que celle de la guérison. Et ça met en cause aussi des décisions politiques. C'est-à-dire quand Macron l'a dit qu'il va baisser les normes environnementales, s'il y a de la médecine préventive, elle se demande statistiquement qu'est-ce que ça va produire chez les gens, chez les enfants, que de baisser ces normes possiblement. Mais tu vois, là, j'ai lu un papier, c'est dommage, je ne l'ai pas imprimé, mais j'ai lu une note de la DRES, qui est la direction de la recherche des études statistiques du ministère de la Santé, et qui montre que quand Sarkozy il a décidé de rallonger de 2 ans, tu sais, de passer de 60 ans à 62 ans, chez ceux qui allaient être en retraite, ça a produit des troubles psychiques chez beaucoup de monde, tu vois, parce qu'ils croyaient qu'ils y étaient arrivés, et le fait de repousser comme ça subitement, et ça, c'est pas des idéologues qui ont fait ça, c'est des statisticiens qui ont montré que le report brutal comme ça de 2 ans a produit un choc chez les gens. Et ça, alors bon, c'est dans mes petites expériences, mais tu vois, ça recoupe. Hier, j'attendais le train qui était encore en retard à la gare du Nord, et il y a un syndicaliste de chez Danone qui vient me voir, qui me dit j'aime beaucoup ce que vous faites, ainsi de suite. Je dis moi aussi j'aime beaucoup ce que vous faites, mais qu'est-ce que vous faites? Bon, et c'est comme ça qu'il me dit qu'il est syndicaliste, et on parle des retraites, et il me raconte comment ses collègues, il y en a qui sont complètement déprimés parce que ils croyaient qu'ils étaient au bout et on leur met une rallonge. Et tu vois, ça coïncide avec ce que je lisais le même jour en études statistiques sur le fait que le report de l'âge légal comme ça produisait un des effets psychiques sur les gens. Il faut que je passe à l'appel aux dons. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos sous. Sandec. Il est évident maintenant que j'ai opéré un changement de division. Tu vois, et si tu montes en étant le même dans la division supérieure pour aller jouer en Champions League, mais que tu n'es pas armé, d'une équipe autour de toi assez dense, assez solide, tu vas perdre tous tes matchs. Donc, j'ai besoin d'étoffer mon équipe. Alors, il peut y avoir des projets que je veux vous citer les uns après les autres, tu vois, sur le catalogue envoyé à Gabriel Attal. Je veux le faire sérieusement. Je l'ai dit en blaguant, mais je veux le faire sérieusement. Je veux qu'on ait une espèce de catalogue comme ça. Je pourrais lister voilà, les idées que j'ai. J'en ai trop, les unes après les autres. Mais c'est même pas ça. C'est qu'en permanence, je sens comment j'ai un espèce de plafond parce que j'ai l'équipe d'un comité parlementaire ordinaire et qu'il ne s'agit pas que je la mette en burn-out, qu'il ne s'agit pas que je me mette en burn-out non plus. Donc, il faut maintenant qu'il y ait une étape de développement qui passe par du recrutement notamment parce que je sens combien il y a une sympathie pour ce que j'essaye de faire, comment il y a des bonnes volontés, mais qu'aujourd'hui je suis incapable de les cristalliser, je suis incapable de les organiser parce que je n'ai pas un organisateur qui, autour de moi, opère ça. Bon, donc il s'agit d'avoir un développement sur le recrutement, mais aussi par exemple tout bêtement sur les locaux. Quand je rentre dans mon bureau, qui n'est pas mon bureau d'ailleurs, parce que j'ai pas de place à l'intérieur de mon bureau à l'Assemblée nationale, parce que dans une pièce, il y a 3 personnes qui bossent, dans l'autre pièce, il y a 2 personnes qui bossent. Si j'opère un recrutement, est-ce que je vais le mettre sous le tapis? Et moi, j'y dors, mais je ne peux pas y travailler dans ce bureau. Donc là, il y a la nécessité d'avoir des locaux aussi. Donc si vous voulez nous aider à franchir cette étape, vos sous, on a besoin de vous et de vos sous. Normalement, sur l'écran, là, va apparaître l'adresse où vous pouvez envoyer vos sous. Alors,
Donc, normalement, là, sur l'écran, il doit apparaître l'adresse où vous pouvez envoyer vos sous. Mais pour ceux qui ne sont pas adeptes de la dématérialisation, et je n'en suis pas adepte, vous pouvez aussi faire un don tout bêtement par chèque à l'ancienne, quoi. Bon, voilà. Un grand merci à vous et puis à la prochaine, si le cœur vous en dit.